Dans ce chapitre de biologie, nous allons donc étudier les organes des sens. Nous allons étudier d'abord l'œil, et donc la vue, le nez et l'odorat, la langue et le goût, l'oreille et l'audition, et enfin la peau et le toucher. Commençons donc par étudier l'œil. L'œil est constitué de trois grandes parties. La première, c'est la sclérotite. C'est une enveloppe fibreuse de tissu conjonctif qui forme en quelque sorte le blanc de l'œil. Ce qu'on appelle la cornée, c'est la partie avant de la sclérotite. La cornée, elle est transparente. Comme elle est dépourvue de vaisseaux sanguins, c'est elle qui fait rentrer la lumière dans l'œil. La deuxième partie, c'est l'UV, qui est l'enveloppe moyenne du globe oculaire. L'UV, elle est composée à la fois de la choroïde, du corps cillaire et de l'iris. L'iris, c'est la structure colorée de l'œil. La pupille est la partie ouverte de l'iris qui laisse entrer la lumière. Enfin, troisième grande partie de l'œil, la rétine, qui est l'enveloppe interne du globe oculaire. Attardons-nous désormais sur la rétine. La rétine est composée de cellules nerveuses, notamment les photorécepteurs, qui vont convertir l'information lumineuse en un flux nerveux. C'est la partie bleue qui se trouve tout autour de l'œil sur le schéma de droite. Vous notez aussi la présence du cristallin, qui est une lentille en forme d'ovale qui est capable de changer de forme afin de focaliser les rayons lumineux sur la rétine. Vous notez aussi la présence de la chambre antérieure de l'œil, qui est comprise entre la cornée et le cristallin. La chambre postérieure de l'œil, quant à elle, est comprise entre le cristallin et la rétine. La chambre antérieure, que vous avez vue dans le schéma avant, est constituée de l'humeur aqueuse, qui va fournir tous les nutriments et l'oxygène nécessaires aux cellules de la cornée du cristallin. L'humeur vitrée, quant à elle, participe au maintien de la forme oculaire et au maintien de la position du cristallin et de la rétine. Notez aussi que les globes oculaires sont actionnés par des muscles, puisque chaque œil est manœuvré par 6 muscles rattachés à l'orbite. L'œil est aussi constitué d'éléments annexes, qui vont tous protéger le globe oculaire. La conjonctive est une membrane qui recouvre l'avant du globe oculaire et tapisse l'intérieur des paupières. Les sourcils vont quant à eux éviter que la sueur coule dans les yeux. Les paupières et les cils affaiblissent la lumière et protègent les yeux de la poussière. Les glandes lacrymales sont situées sous les paupières supérieures et produisent des larmes, un liquide salé. Ces larmes vont permettre de nettoyer les yeux des poussières, des cellules mortes et des bactéries. Comment fonctionne la vue? Dans un premier temps, la lumière va traverser les différents milieux transparents de l'œil et venir frapper la rétine. Puis, les cônes ou bâtonnets, qui sont situés au fond de l'œil, vont convertir cette lumière en influx nerveux. Enfin, les influx nerveux sont envoyés au cerveau pour être analysés. Les bâtonnets permettent de distinguer un signal lumineux de faible intensité, tandis que les cônes, quant à eux, permettent la vision des couleurs. L'être humain peut être touché par des anomalies de la vue. Nous vous citons ici les trois plus importantes. La myopie, qui est la difficulté de voir les objets au loin. Elle provient le plus souvent d'un globe oculaire trop grand ou alors d'un cristallin trop convergent qui font que l'image se forme en avant de la rétine. Deuxième grande anomalie de la vue, l'hypermétropie, qui est la difficulté de voir les objets proches. Elle provient d'un globe oculaire trop petit ou d'un cristallin pas assez convergent qui font que l'image se forme en arrière de la rétine. Enfin, dernière grande anomalie de la vue, la presbytie, qui est une anomalie de la vision liée à l'âge. Elle se traduit le plus souvent par la difficulté de voir les objets proches, due à une diminution de la souplesse du cristallin. Dans cette deuxième partie, nous allons attaquer l'organe du nez. Comment se structurent les fosses nasales? En premier lieu, on a les narines, qui forment l'entrée des fosses nasales, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite. Puis nous avons aussi la cloison nasale, qui va séparer les cavités nasales gauche et droite. Chaque cavité nasale est tapissée d'une muqueuse, qu'on appelle la muqueuse cuititaire. Les poils qui sont situés dans les fosses nasales permettent de filtrer l'air et la poussière qui s'y engouffre. Enfin, les trois cornets, le nasal supérieur, le nasal moyen et le nasal inférieur, sont les trois reliefs osseux des fosses nasales. Comment fonctionne l'odorat? Il se situe dans le haut des fosses nasales, au niveau de la muqueuse olfactive. Cette muqueuse va contenir des neurones qui sont eux-mêmes pourvus de cils. Les axones de ces neurones traversent l'os ethmoïde afin de se regrouper et de former le nerf olfactif qui va transmettre l'influx nerveux jusqu'au cerveau. Parlons désormais de la langue. La langue est un organe, un muscle en réalité, qui va permettre la parole, ce qu'on appelle la prononciation, la digestion, à travers la mastication et la déglutition, et enfin la gustation, c'est-à-dire le goût.
La langue est recouverte d'une muqueuse avec de nombreuses saillies qu'on appelle les papilles. On distingue en premier lieu les papilles tactiles ou filiformes. Ces papilles vont permettre la perception de la température et de la texture. Dans un second temps, on distingue les papilles gustatives, qui sont sensibles aux 4 saveurs, le salé, le sucré, l'acide et amer. Prenez le temps d'étudier la forme de la langue comme vous le montre le schéma à droite. Le schéma de gauche vous permet d'appréhender toutes les zones de saveur de la langue, à savoir l'amer en bleu, l'acide en jaune, le salé en blanc et le sucré en rouge. Sur la droite, une remarque intéressante qui est que l'odorat joue aussi son rôle dans la perception du goût. En effet, lorsqu'on mâche, pendant la mastication, des molécules odorantes vont remonter par la gorge jusque dans les fosses nasales. L'influx nerveux est ensuite remonté au cerveau et joue donc son rôle dans la perception du goût. La quatrième partie est consacrée à l'oreille, à l'audition et à l'équilibration. Ce schéma vous présente donc la structure de l'oreille. Prenez le temps d'observer la différence entre l'oreille externe, composée du pavillon et du conduit auditif, de l'oreille moyenne, composée du tympan et des osselets, et enfin l'oreille interne, composée de la cochlée et du nerf auditif. Les 3 parties de l'oreille que nous avons présentées auparavant jouent tout un rôle dans l'audition. L'audition, en réalité, c'est un son qui provient des vibrations de l'air qui sont ensuite captées par notre oreille à 3 endroits. Au niveau de l'oreille interne, les vibrations sont captées par le pavillon et ensuite transmises au tympan. Au niveau de l'oreille moyenne, les vibrations sont amplifiées et transmises par la chaîne des osselets à la membrane de la cochlée. Enfin, dans l'oreille interne, les mouvements de la fenêtre ovale de la cochlée excitent les cellules sensorielles de l'organe de Corti. L'oreille joue aussi un rôle dans l'équilibration, à travers 2 parties. Tout d'abord les canaux semi-circulaires, qui sont sensibles aux accélérations et aux mouvements, et enfin grâce au vestibule, qui permet de percevoir les changements de position de la tête et les mouvements de rotation du corps. Ces 2 parties vont constituer ce qu'on appelle l'appareil vestibulaire. Dans cette dernière partie, nous allons parler de la peau et aussi du toucher. La peau est constituée de 3 parties, comme vous allez le voir sur le schéma à droite. La première partie, qui est en contact avec le monde extérieur, est l'épiderme. L'épiderme est elle-même constituée de 3 couches, la couche basale, la couche de Malpighi et la couche cornée. Deuxième partie de la peau, le derme, qui est un tissu conjonctif. Troisième partie, l'hypoderme, qui est un tissu riche en cellules adipeuses, c'est-à-dire en matière grasse, et qui stocke une partie des réserves énergétiques de l'organisme. Le toucher fonctionne grâce à 3 types de récepteurs. Les thermorécepteurs vont, eux, être sensibles à la température. Les nocicepteurs vont être sensibles à la douleur. Et enfin, les mécanorécepteurs vont être sensibles à la pression, à la vibration, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme via notre chat. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Nous mettons régulièrement des vidéos gratuites sur notre groupe. Nous vous proposons aussi des promotions. À bientôt sur Prep Academy.